Cette vidéo elle est sponsorisée par la Captain Academy, ma plateforme de formation en ligne. Bon, on est tous déjà tombés sur une app un peu poubelle, tu sais, le genre d'appli où personne veut mettre les mains dedans, personne n'a envie de toucher au code, dès que tu touches à quelque chose, bah ça explose quelque part, et finalement personne ne sait vraiment comment la modifier. Un peu du code illisible, des mauvaises perfs, on sait jamais vraiment quoi faire vis-à-vis de ce genre de situation. En fait, si, on sait quoi faire, et justement, on va en discuter dans cette vidéo. C'est ça que passait les Captain, Emmanuel de Captain Dev. Ici, je t'aide à devenir un meilleur développeur et à faire décoller ta carrière. Donc n'hésite pas à t'abonner et surtout n'oublie pas de cliquer sur la cloche. Donc revenons-en à notre appli. On a tous déjà vu un projet, du moins moi avec plus de 10 ans d'expérience, j'en ai vu pas mal de projets comme ça, où t'as pas envie de toucher au code, tu sais que c'est pourri, que c'est du code de daube, entre guillemets. L'expérience développeur, elle est à la ramasse, il n'y a pas de tests, les technos, elles sont vieillissantes, et encore, les technos vieillissantes, c'est pas forcément toujours un problème. Si ça a bien été fait, ça va, c'est utilisable, c'est pas grave si t'es pas sur la dernière version de Angular, React, tout ce que tu veux, mais clairement on l'a tous déjà vu cette application-là. Quand les perfs sont pourris, que les clients sont pas contents, au bout d'un moment, il y en a marre. Et du coup, on va se dire, bah ok, il faut faire quelque chose. Et là, on a 4 solutions. Alors solution numéro 1, on peut laisser l'app dans cet état. On se dit, écoute, si elle est en ligne, qu'elle fonctionne, et que plus personne s'en plaint à part les développeurs, peut-être qu'on peut se dire, on n'y touche pas. Ça coûtera beaucoup moins cher, c'est moins risqué sur le long terme, et puis on peut se dire, on limite le risque, tant mieux. Deuxième option, un peu moins connue et plus difficile à mettre en œuvre, ça va être le refactoring. Mais ça demande un bon niveau technique, un très bon niveau technique même. Donc ça, c'est souvent écarté par les équipes de dev, et j'ai l'impression, du moins c'est mon avis, que c'est souvent par manque de compétences un peu avancées en craftsmanship, on va dire. Donc pour ceux qui connaissent pas, le refactoring, ça consiste à prendre du code de mauvaise qualité et venir le retravailler petit bout par petit bout pour en produire du code de meilleure qualité. Et il y a plein de techniques qui vont s'articuler autour, notamment en termes de testing, notamment en termes de clean code. C'est un sujet qui est plutôt avancé, et c'est vrai que c'est peu mis en œuvre, je trouve, pas assez du moins. Et c'est un sujet qui peut intéresser pas mal de devs. L'autre solution, ça va être de réécrire par bloc fonctionnel. Si tu es sur une application web, ça peut être un pan de ton URL que tu vas réécrire d'un coup, et tu vas avoir du coup deux applications qui tournent en même temps. Donc tu vas avoir la nouvelle à côté de l'ancienne, mais ça d'expérience, ça demande beaucoup de travail. Ça crée des nouvelles connexions entre les deux applis qu'il n'y avait pas avant, et tu peux introduire pas mal de bugs finalement avec ça. C'est aussi coûteux parce que finalement tu vas devoir gérer deux applis au lieu d'une, et donc c'est une solution qui a ses avantages inconvénients, mais encore une fois, il n'y a pas de silver bullet. T'as pas de solution idéale. Et alors, la dernière solution, c'est on casse tout, on recommence. Tu vois, le gros bing bang, genre on réécrit tout. Alors ça, pour moi, j'ai longtemps pensé que c'était hyper cool. Du moins pour les développeurs, au départ, c'est drôle parce que tu te dis... bon, je vais pouvoir choisir tel framework, je vais pouvoir mettre tel techno, je vais pouvoir faire ci, ça. Et en fait, tu te retrouves avec un truc qui va prendre beaucoup plus de temps que prévu, qui va avoir un time to market, donc le temps pour aller jusqu'en production, entre guillemets, qui va être hyper long, qui va se rallonger, c'est hyper coûteux. Et finalement, on se retrouve avec des équipes qui vont devoir rusher pour terminer une V2, entre guillemets. Et souvent, la V2, par rapport à ce qui était écrit sur la feuille, elle est un peu au rabais. Et ça, c'est un problème que j'ai vu aussi. Donc là, je te parle de différentes expériences. D'où le titre, il recode l'appli et coule la boîte, parce que j'ai souvent vu en fait des projets de réécriture qui partent en live, parce que ça prend trop de temps, ça coûte trop cher, et tu es obligé d'un peu de couper dans les nouvelles fonctionnalités. Et j'ai même vu une fois une boîte qui, selon moi, je pense qu'en fait ça a participé au fait que la boîte coule. Passer 1 an à réécrire une appli alors que l'ancienne marchait, alors certes l'expérience développeur et l'expérience utilisateur n'étaient pas top, ça fait 1 an pour ne pas rajouter quasiment de nouvelles features. Pour arriver avec le même set de fonctionnalités, ça fait quand même cher payé. Et la question que je me pose, c'est finalement pourquoi il y a autant de projets qui tentent le Big Bang. Alors si t'es pas d'accord avec ça, et que tu as plus vu des projets qui partent en mode refactoring ou réécrire par bloc fonctionnel, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, je serais curieux de voir quelle a été ton expérience vis-à-vis de ce genre de projet. Parce que le Big Bang, sur le papier, on efface tous les problèmes, c'est cool, ça te permet vraiment de partir d'une feuille blanche, de partir quasiment de zéro, tu as juste besoin du fonctionnel et tu repars vraiment de zéro, tu peux créer ta stack. Et je sais qu'en tant que dev, on est trop souvent attaché au techno, on aime trop souvent
créer notre stack technique et se dire que en fait, ouais, j'ai assemblé React avec telle librairie et telle librairie, alors qu'en fait, la librairie en soi, c'est secondaire. On va y revenir juste après. Après, il y a certains cas où ça peut être intéressant, le Big Bang, c'est si tu sais que tu as une version stable de ton application, une V1 qui est stable, même si le code est sale, si elle fonctionne entre guillemets et qu'on n'y touche plus trop, la V2 te permet de faire des montées de version, d'introduire des nouvelles librairies qui ont une réelle utilité, qui vont te faire gagner du temps, ou je sais pas moi, si tu avais besoin de passer de REST à GraphQL, peu importe la raison, hein, je te dis pas qu'il faut passer de REST à GraphQL, et ben ça, une V2 pourrait être l'occasion. Mais encore une fois, bâtir une V2 from scratch, c'est pas forcément toujours une bonne solution. Et le problème que ça soulève, tout ça, c'est finalement, est-ce que ça amène de la valeur à ton client final? C'est plus ça le truc. C'est que nous, en tant que développeurs, on est vachement dans la tech en mode à se dire ouah, mon chef il est relou, il veut pas qu'on mette à jour vers tel framework. Ah, mon chef il est relou, il veut pas qu'on utilise tel techno. Et en fait, on oublie complètement l'aspect business qui est de se dire est-ce que mon utilisateur, quand il va ouvrir mon appli, ça va lui changer quelque chose? Parce que si c'est pour refaire la même app avec le même design, mais avec d'autres technos, et les mêmes fonctionnalités, on est bien d'accord, ça sert strictement à rien. Ça, c'est aussi un message pour toi en tant que dev, si un jour tu dois peser dans la balance, est-ce qu'il faut réécrire, est-ce qu'il faut refactorer et compagnie, essaye un peu de te mettre à la place du client final et pose-toi la question, est-ce qu'on va lui apporter quelque chose de nouveau? Si tu dis que tes perfs vont faire x10, ouais, clairement, là tu peux te dire, ok, il aura pu attendre que ça charge. Et ça, c'est super. Mais finalement, si tu n'apportes rien, en vrai, ça veut dire que tu n'as pas une assez bonne raison pour qu'on accepte de financer cette réécriture. Et accepter de financer cette réécriture, ça ne doit pas juste être un délire de développeur qui a envie de se faire plaisir. Maintenant, ça fait plus de 12 ans que je fais du dev et en fait, avec le recul que j'ai, pour moi, les fois où ça s'est le mieux passé, c'est le plus souvent quand on tente le refactoring. Finalement, le refactoring, il y a plusieurs façons de l'approcher. D'ailleurs, je te mets toutes les ressources. Alors, je te mets le site Refactoring Guru qui est assez intéressant, qui va te donner plein de tips. Et il y a un bouquin, alors oui, c'est un livre, il faut lire, il faut se cultiver, c'est pas grave. Il y a un bouquin qui s'appelle Refactoring with Legacy Code, dont les exemples, je crois, sont en Java ou en C#. Bref. Tu pourras assez aisément transposer dans le langage de ton choix. Alors attention, le code legacy, c'est pas forcément de la dette technique. Ça peut l'être, mais ça englobe bien plus. C'est du code qui est un peu vieilli. Donc ça peut être juste, par exemple, je sais pas moi, si tu avais du code ASP qui fonctionne, ASP classique, donc le très vieux ASP, tu es sur du ASP.NET ou du .NET Core, pour les développeurs Microsoft, le legacy code n'est pas forcément un code de mauvaise qualité, mais c'est un code dont, entre guillemets, on aimerait se débarrasser ou on aimerait améliorer. Donc là, je t'ai pris un exemple où on est sur différentes versions d'un framework. Maintenant, si on est sur de la dette technique, le refactoring te permet, avec certains processus, d'améliorer ton code. Souvent, on va avoir une stratégie qui va préserver le code existant et ça t'évite de tout réécrire. Donc, en termes de risque, pour mitiger les risques, on va venir poser des tests sur le code existant. C'est-à-dire que si ton code n'est pas testé, avant de modifier quoi que ce soit, tu vas poser un filet de test autour de ton code. Ça te permet de t'assurer que toutes les modifs que tu vas faire derrière ne causent pas de régression. Alors bien sûr, les tests, c'est jamais 100% sûr. Mais arrêtez de me dire ouais, les tests, ça marche pas, nanani. Les tests, effectivement, c'est pas 100% sûr. Mais le nombre de bugs introduit juste parce que la personne n'est pas capable de tester, la personne n'a pas la démarche de tester, parce qu'il faut aussi comprendre que quand tu testes ton code, tu finis par parfois créer du code plus robuste par simple fait que dans ta tête, en fait, tu t'es dit que quand tu exécutes telle fonction, telle méthode, tu vas tester si tes arguments sont nuls, tu vas tester si le type de la valeur en entrée est la bonne et compagnie. Tout ça, c'est du code un peu défensif que tu vas faire après par instinct. Donc, bref, le sujet là, c'était pas de tester ou pas, ou tester c'est douter, peu importe. Revenons-en à notre filet de test. Donc, le filet de test va te permettre de t'assurer qu'en modifiant le code, tu n'introduises pas de régression. Et une fois que tu as posé ce filet de test, tu vas pouvoir venir améliorer la qualité de ton code. Et c'est là tout l'intérêt du refactoring. Donc là, c'est ce dont je te parle, c'est une des méthodes de refactoring. Et pour ça, selon la tronche de ton code, entre guillemets, tu vas avoir différentes petites techniques, différentes sous-techniques qui vont te permettre d'accéder à un morceau de code, d'extraire des valeurs, d'extraire des objets, d'extraire par exemple des interfaces pour pouvoir reproduire
le même logiciel mais avec du code de bien meilleure qualité. Et tout ça en fait va se faire sur un code qui va prendre moins de risques, un TTM qui va être vachement raccourci. Donc c'est-à-dire que quand tu pars sur du refactoring, à partir du moment où tu as posé les tests sur une feature en particulier, tu vas pouvoir venir la modifier et en fait très rapidement tu vas pouvoir éviter d'introduire des régressions et potentiellement ajouter de la valeur. Alors la valeur au départ elle va être potentiellement dans l'expérience développeur parce que ça te permettra de mieux travailler, de travailler plus vite. Et après ça tu peux aussi mettre la nouvelle norme de code que tu souhaites sur les nouvelles fonctionnalités. Donc là, tu vois, c'est aussi une approche qui demande certes plus de technique, mais qui pour moi est la moins risquée et la plus intéressante en termes de retour sur investissement. Donc voilà, si le refactoring ça t'intéresse, je te mets tous les liens dans la description. Et on passe du coup au sponsor de la vidéo qui est la Captain Academy, ma plateforme de formation en ligne. Je te parle d'une formation qui s'appelle Coding Dojo. Donc c'est des exercices pratiques de code. Ils sont écrits en TypeScript. Comme ça, si tu as fait n'importe quel langage orienté objet, tu peux t'y retrouver. J'ai aussi mis une petite introduction au langage. Ça te permet de ne pas être perdu. Le langage du coup TypeScript n'est pas un obstacle. Maintenant, dans cette formation, j'ai un module de refactoring qui te montre un peu tout ce dont je viens de te parler. C'est toutes les techniques, c'est des techniques qui te permettent d'améliorer la qualité de ton code et de passer d'un code qui est ultra impératif à un code orienté objet qui respecte les principes solides, qui est testé et dont le design du code fait que rajouter des cas d'utilisation ne casse pas tout ton code. Et tout ça, en respectant les principes solides, c'est possible. Donc voilà, si cette formation t'intéresse, le lien est dans la description. N'hésite pas à aller faire un tour et me dire ce que t'en penses. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te retrouve très vite. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, moi, je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao.